D'abord et avant tout, si on a un peu de mémoire, on doit se rappeler que dans les années 80 et tout le début des années 90, c'est une journée qui, ce qu'on appelle la journée de la femme, ne compte plus. C'est une journée un peu périmée. Le féminisme n'est plus à la mode. Il fut une époque, jusqu'au milieu des années 90, dirais-je, où on considère que les grandes batailles du féminisme sont remportées et que cette question n'est plus d'actualité. Mais on assiste à un tournant, même se dire, je me souviens quand j'étais tout jeune, se dire féministe, c'était franchement ringard. C'est comme se dire rocardien aujourd'hui. C'était complètement lunaire. Mais le monde a changé et le féminisme a repris vie, à la différence du rocardisme. Et c'est dans la deuxième moitié des années 90 où se recompose ce qu'on pourrait appeler un féminisme bourgeois. Un féminisme bourgeois qui est fondé sur le principe suivant, la conquête des places pour les femmes dans les entreprises, dans les conseils d'administration, à l'Assemblée nationale, notamment sous le signe de la parité. Donc c'est un féminisme qui consiste à dire les femmes individuellement ne peuvent pas réussir suffisamment, il faut créer des conditions institutionnelles pour que les femmes puissent dépasser les plafonds de verre et s'installer au sommet de la société. Ça existe encore en passant ce féminisme-là, mais il s'est fait dépasser par d'autres formes. C'est les années aussi 90-2000, même époque, où l'image de l'homme change dans la société. L'image de l'homme dans cette espèce d'époque de début de néo-féminisme, l'homme, qui était autrefois présenté comme l'autre pôle sexuel de l'humanité, passe de plus en plus, c'est l'époque de l'homme lavette. C'est l'époque de l'homme métrosexuel. C'est l'époque de l'homme qu'on présente toujours dans les publicités comme un parfait crétin. Rappelez-vous, moi, ça m'a frappé des deux côtés de l'Atlantique. C'est une époque très singulière où la femme est au sommet de tout et l'homme n'est pas méchant, il est imbécile. Et ça va créer une espèce d'exaspération chez plusieurs. Donc, c'est le culte de l'homme rose, je l'ai dit, du métrosexuel, de l'aplati, du tapis fier de l'être. Et c'est une époque assez singulière. On bascule toutefois dans les années 90, on pourrait dire, 2000-2010, on passe du féminisme bourgeois, avec de l'autre côté le mépris de l'homme, à un féminisme clairement misandre, qui commence à détester l'homme, qui est présenté dès lors comme un prédateur inquiétant. Donc, c'est cette idée que l'homme devient, et ça va culminer en France, par exemple, avec une forme de féminisme à la Sandrine Rousseau, qui dit de l'homme qu'il est lui-même traversé par des pulsions prédatrices et qu'il doit se déconstruire. Rappelez-vous la figure de l'homme déconstruit, qui était apparemment la figure de l'homme désirable, selon la figure bien connue du Parti vert. Et là, on est dans une période où on traque partout le patriarcat résiduel de l'Occident. 20 ans plus tôt, on le croyait tomber, le patriarcat. Eh bien, maintenant, on le croit tout-puissant, on va le chercher partout ses traces en Occident, pas nécessairement dans les cultures autres. On va le chercher partout, et notamment dans ça fait bondir Marc, dans la langue. Donc, l'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que la manière dont on s'exprime, c'est la trace, en fait, du patriarcat dominant dans nos sociétés. On doit reconstruire le langage pour faire apparaître la femme qui, sinon, aurait été étouffée. C'est aussi une période, je donne un exemple, j'y reviendrai dans un instant, où la théorie du genre commence à apparaître. Elle se laissait deviner déjà dans la mode des années 90, surtout 2000 en fait, avec l'androgynie, le culte de l'androgynie, où désormais le corps désiré de la femme, c'est le corps sans forme. C'est le corps délivré de la forme qui serait une forme d'obésité morbide. La présence de forme, qu'elle soit, vous savez ce qu'on appelle le sablier, eh bien ça, il faut le trancher pour s'en délivrer, pour que la femme devienne sinon une espèce de porte-vêtements, mais délivrée de toute féminité plus classique. C'est des années tragiques, ça. Si je peux me permettre. Mais pendant qu'il y a le délire en Occident, dans d'autres coins du monde, le réel nous rattrape. Et ça nous rattrape dans les années 2020, mais ça se laissait encore une fois deviner depuis longtemps, avec la question des femmes en Iran, en 2022. Et là, le féminisme, on était dans l'écriture inclusive, l'équité, on était dans tous les machins du féminisme bourgeois au misandre occidental. Et là, boum, en Iran, les femmes se révoltent contre une vraie domination, un vrai patriarcat, un vrai système qui cherchait à les écraser, notamment en 2022, on le sait. Et que fait-on à ce moment-là? On arrache le voile. On arrache le voile à ce moment-là. On dit, on en a assez de ce symbole qui nous infériorise, qui nous invisibilise dans l'espace public. Nous les y opposons. Et là, d'un coup, la question du féminisme retrouve, je dirais, un vrai contenu. C'est la possibilité pour les femmes de se délivrer d'un régime théocratique qui les écrase. Et en Occident, la question d'un vrai féminisme revient aussi à quel moment? Autour de 2016 à Cologne, avec la question de la sécurité des femmes dans l'espace public. Est-ce que les femmes peuvent se promener librement dans l'espace public ou sont-elles désormais la proie de nouveaux prédateurs? Soudainement, le féminisme redevient une question qui nous touche dans la rue. Cologne, effectivement. Rappelez-nous ces événements qui vont poser de nouvelles manières à la question des femmes dans nos sociétés. Janvier 2016, si je ne me trompe pas, janvier 2016, on apprend
suite on le sait, il y a les vagues migratoires de 2015, on apprend que dans la nuit de la nouvelle année, eh bien, des femmes sont partout agressées à Cologne et on comprend rapidement que c'est généralement par des migrants qui sont là et qui sont sur le mode conquérant. C'est-à-dire, vous savez, cette vieille idée inscrite dans la nuit, depuis la nuit des temps qu'un geste de conquête, c'est généralement s'emparer des femmes d'un pays. Donc là, on voit finalement que la femme redevient un trophée de guerre dans ce qu'on pourrait présenter comme un choc des civilisations au quotidien. On ne parle évidemment pas de tous les migrants, bien évidemment, ça va de soi, qui dirait le contraire. Mais on parle d'une époque où finalement, les dangers pour les femmes sont culturellement teintés désormais. Le choc des civilisations, elles le vivent dans leur tenue, dans leur vie quotidienne. On le verra aussi, soit dit en passant, à Porte-la-Chapelle en France en 2017, mais on ne veut pas nommer le problème, rappelez-vous. On nous dit soudainement les femmes ne vont plus à Porte-la-Chapelle en 2017. Pourquoi? Parce qu'il y a soudainement trop d'hommes dans les rues, trop d'hommes. Mais quels hommes? On ne saura pas quels hommes. Il parle trop d'hommes. On commence à comprendre. La question de la place des femmes dans les transports publics. Est-ce que les femmes sont en sécurité dans les transports en France aujourd'hui? Eh bien, c'est dans ce contexte qu'émergent les Némésis. Les Némésis, un peu tardivement, émergent et qu'est-ce qu'elles nous disent? Nous allons poser la question de la sécurité physique des femmes dans l'espace public, la sécurité des femmes qui sont désormais menacées en se promenant au quotidien dans la rue avec cette insécurité culturellement teintée. J'espère l'avoir dit dans des termes convenables. Eh bien, devant cette question nouvelle, il y a une peur nouvelle. Le féminisme pose une question très concrète, la sécurité des femmes. Et à travers ça, il y a aussi deux enjeux qui ont été posés dans un livre magnifique, Où sont les femmes, de Sophie Durocher, qui est une intellectuelle québécoise. Elle parlait dans son titre, Où sont les femmes, de l'invisibilisation des femmes de l'espace public, d'un côté par le voile, de l'autre côté par la théorie du genre. Le voile dit, cachez-vous votre féminité et nous met en danger. La théorie du genre, votre féminité n'existe pas, votre réalité corporelle n'existe pas, il suffit de se décréter femme pour l'être soudainement, et on a vu que tout ça a éclaté avec la question, bien évidemment, du sport féminin, où quand des gens comme moi, des colosses comme moi, mais qui se décrétaient femmes, pouvaient désormais faire concurrence avec Charlotte, en disant qu'il n'y avait aucune inégalité dans le fait qu'on allait faire de la lutte, elle et moi, parce que je suis femme moi aussi. Il se peut que le commun des mortels ait commencé à douter de cela. C'est Gabrielle qui apparemment fait le punching ball. Elle s'est esquivée. Un nouveau sujet, Mathieu, inquiète les féministes, le masculinisme qui serait populaire chez les jeunes hommes. Est-ce qu'une inquiétude légitime? C'est fascinant cette question, parce qu'avec la question du masculinisme, c'est une nouvelle manière de dire que c'est l'extrême droite qui est de retour. C'est une manière de dire que qu'est-ce qui met en danger les femmes aujourd'hui? C'est l'extrême droite, encore, parce que se pourrait-il qu'elle ne soit pas le premier danger? Non. Alors, ce qui est intéressant avec cette question, c'est qu'il y a un vrai problème dans les rapports entre les jeunes hommes et les jeunes femmes aujourd'hui. Qui dira le contraire? D'un côté, en fait, il y a presque une crise du désir. Il y a un survirilisme chez certains jeunes hommes, ce qui est vrai aujourd'hui. Mais après avoir été déconstruit pendant 30 ans, il y en avait marre. Donc, ils retrouvent les codes classiques de la virilité. De l'autre côté, on voit qu'il y a toute une partie de l'imaginaire érotique, du désir de la jeune génération qui est ravagée par l'univers Instagram et ainsi de suite. Donc, il y a une vraie question à poser ici. Mais derrière ces réflexions sur le masculinisme conquérant, dont on peut parler, eh bien, on ne veut surtout pas parler d'une autre réalité, c'est le virilisme conquérant, culturellement teinté, marqué par l'islamisme. Rappelez-vous quand le Haut Conseil à l'autorité, quelque chose comme ça, de l'égalité entre les hommes et les femmes, nous disait qu'il y avait une menace masculiniste en France. On ne parlait pas de l'islam, on ne parlait pas de l'islamisme, on ne parlait pas de cultures extérieures qui n'ont pas la même conception que nous de la liberté de l'homme et de la femme dans la société. Non, on parlait seulement de l'extrême droite qui se représente. Donc, on parle de l'extrême droite et du masculinisme pour ne pas parler de l'islamisme et des changements démographiques qui menacent les femmes aujourd'hui. Nous sommes habitués à ces pratiques de dissimulation.